On dit que la mémoire est une rivière. La mienne coule sombre, souvent silencieuse, mais aujourd'hui, elle déborde. Je pensais que la ferme était tout mon univers. Un petit bout de terre isolé dans le nord-est de la France, où le vent semblait toujours murmurer des secrets à travers les hautes herbes. Des secrets que je n'avais pas le droit d'entendre, et encore moins de dire. C'est là que j'ai été envoyé après que ma mère, elle-même un murmure, se soit éteinte en me donnant naissance. Mon père, un fantôme que je n'ai jamais connu, s'est évanoui dans les brumes de son propre chagrin ou de son indifférence. Ainsi, la ferme est devenue mon univers, gouverné par un homme que j'appelais grand-père. C'était une silhouette sévère, mon grand-père. Son visage était marqué de rides qui trahissaient une vie difficile, ses yeux comme des silex ébréchés. Je me souviens de mon arrivée, minuscule, serrant une poupée usée, espérant de la chaleur, espérant une main à tenir. Mais il n'y avait que l'air froid et mordant de la campagne, et le silence pesant qui le suivait partout. Il parlait rarement, et quand il le faisait, ses mots étaient secs, comme des ciseaux coupant tout ce qui est doux. Mon seul réconfort venait des écuries. Les chevaux. C'étaient des créatures magnifiques, puissantes et douces à la fois. Leur souffle, chaud et suave, était un réconfort contre le froid qui m'envahissait. Surtout noir. Il n'était pas vraiment noir, plutôt d'un brun profond et velouté, avec des yeux empreints d'une sagesse ancestrale. Il était mon compagnon silencieux, mon confesseur, celui qui témoignait des horreurs indicibles qui allaient bientôt se dérouler. Les premières leçons de grand-père étaient un privilège. Il m'a appris à brosser leurs robes jusqu'à ce qu'elles brillent, à nettoyer leurs stalles, à leur parler à voix basse. Il disait, ces animaux, ils écoutent. Ils comprennent. Je m'accrochais à ces moments, aspirant désespérément à une connexion, à un signe d'affection de sa part. Mais les leçons se déformaient, lentement, insidieusement. Il commença à introduire de nouveaux devoirs, des choses qui semblaient aberrantes, même à mon jeune esprit. Il les justifiait, toujours. Pour leur santé, mon enfant. Pour leur reproduction. C'est ainsi que nous prenons soin d'eux. Sa voix, un grondement sourd, était teintée d'une autorité que je n'osais remettre en question. Et toujours, cette menace tacite, cette ombre dans ses yeux qui promettait quelque chose de bien pire si jamais je prononçais un mot. Ne le dis à personne, disait-il, sa main pesante et froide sur mon épaule. Personne. Tu comprends? Ou ce sera pire pour toi. Pire que tu ne peux l'imaginer. La peur était comme une couverture suffocante. Je comprenais. Je comprenais parfaitement. Les écuries, autrefois mon sanctuaire, sont devenues ma prison. La douce odeur du foin et du cheval se mêlait à l'amertume de la peur. Cela a commencé subtilement, lorsqu'il m'a demandé de l'aider pour des examens. Puis cela s'est intensifié, le contact devenant invasif, les explications plus grotesques. Il me faisait m'accroupir, me disait de toucher du noir, de ressentir le pouvoir. C'était un théâtre pervers, une perversion du souci. Mon grand-père m'obligeait à m'accroupir et à toucher le cheval tous les jours. Ces mots avaient un goût de cendre, même maintenant. Ils étaient l'encre, le rituel sinistre qui marquait le début de la terreur de chaque jour. Il ne s'agissait pas seulement du cheval, pas vraiment. Le cheval était un accessoire, un bouclier pour sa dépravation, une façon de la faire passer pour autre chose, quelque chose de normal. Il manipulait l'animal, le calmait, puis me dirigeait, sa voix basse et constante, me disant quoi faire, quoi toucher, tout cela sous couvert de dressage. Les sévices devinrent un rythme quotidien, aussi prévisible et terrifiant que le soleil levant. Matin aux écuries, après-midi à la grange. La grange, plus sombre, plus poussiéreuse, ses ombres longues et étendues, engloutissaient mes cris avant même qu'ils ne se forment. J'ai appris à me taire. Le silence devint mon armure, ma seule protection. Si je n'émettais aucun son, peut-être que cela n'arrivait pas vraiment. Peut-être pouvais-je disparaître. Le noir, le magnifique noir, était mon seul témoin. Il bougeait parfois, sa grosse tête se tournant, son doux museau me poussant la main. Dans ses yeux, je ne voyais pas de jugement, mais une profonde et silencieuse tristesse. Il était un lien vers quelque chose de réel, quelque chose de bon, dans un monde devenu cauchemar. J'enfonçais mon visage dans sa crinière, respirais son odeur et faisais semblant,
l'espace d'un instant, d'être vraiment invisible. Que je pouvais m'éloigner, très, très loin, dans les cieux orageux que je voyais souvent se former au-dessus de la ferme. Ces cieux, lourds de non-dits, ressemblaient à mon propre trouble intérieur, reflétant la tempête qui couvait en moi. J'étais si petite alors, si complètement seule. L'isolement était une arme qu'il maniait avec une précision effrayante. Il n'y avait pas de voisins assez proches pour m'entendre, pas d'amis à qui me confier, pas d'autre famille. Juste lui, et la ferme, et les chevaux. Il avait construit mon monde, puis l'avait systématiquement empoisonné. Il parlait de famille, de notre sang, de ce que nous faisons l'un pour l'autre, tout en rognant mon âme, morceau par morceau angoissant. L'ironie, l'inversion de ce que la famille était censée être, était une pilule amère que j'avalais quotidiennement. Je m'accrochais à de minuscules détails, à tout ce qui pouvait me distraire du moment présent. La façon dont la lumière filtrait à travers les fissures des murs de la grange, transformant les grains de poussière en taches dansantes. La texture rugueuse des bottes de foin sous mes doigts. Le bruit faible et lointain d'un tracteur travaillant dans un champ voisin. Un rappel qu'un autre monde existait au-delà des limites de cette ferme. Un monde où les enfants riaient, où des mains vous tenaient avec tendresse, non avec la froide poigne de la peur. Il me laissait parfois seul pendant de courts moments, généralement après la fin des leçons. C'est à ces moments-là que j'ai commencé à vraiment observer. Je suis devenue une chose silencieuse et vigilante, comme une souris des champs sur le territoire d'un prédateur. J'ai remarqué la façon dont ses yeux se posaient, même quand il pensait que je ne regardais pas. J'ai remarqué le subtil changement d'humeur lorsqu'une voiture passait sur la route lointaine. Il était vigilant, oui, mais aussi effrayé. De quelque chose. Je ne savais pas quoi, mais la minuscule fissure dans son armure a allumé une lueur de quelque chose en moi. Pas d'espoir, pas encore. Juste une question. Mon esprit, bien que meurtri, refusait de se briser complètement. C'était un défi silencieux, un refus d'être effacé. J'ai commencé à parler davantage à Noir, murmurant mes peurs, mon désir désespéré d'évasion. Il écoutait, les oreilles frémissantes, et j'imaginais qu'il comprenait. Il le devait. Il était le seul à le faire. Puis vint le vétérinaire. Un petit homme sans prétention, aux yeux bienveillants et à la voix douce. Il était là pour surveiller les chevaux, et pendant un bref instant, son regard croisa le mien. Ce n'était qu'un coup d'œil, rapide et fugace, mais j'y ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années, de l'inquiétude. Une inquiétude sincère, sans fardeau. Il ne détourna pas le regard, pas immédiatement. Il soutint mon regard un peu plus longtemps que nécessaire, une reconnaissance silencieuse. Grand-père était là, bien sûr, planant, sa présence un poids suffocant. Il me présenta comme « mon petit assistant », sa voix une parodie de chaleur. Le vétérinaire hocha la tête, puis se remit à son examen. Mais ce bref contact, cet instant fugace où il fut vu, planta une minuscule graine. Une graine d'espoir, unique et fragile, dans le paysage aride de mon désespoir. Le prédateur, mon grand-père, le sentit, je crois. Sa suspicion, toujours présente, s'aiguisa. Ses yeux, comme ces pièces vides d'une maison abandonnée, semblaient scruter mon âme, à la recherche du moindre signe de rébellion. Mais j'étais doué pour me cacher. J'en étais devenu un maître. Mon visage, une toile vierge, ne trahissait rien. Ce petit geste, pourtant, c'était un catalyseur. C'était l'allumette qui alluma la mèche, lentement allumée, mais irrévocablement fixée. Je commençais à tout observer, chaque détail. Ses habitudes. Sa façon de bouger, le grincement de ses pas sur le plancher. Ses cachettes pour les clés, pour l'argent. Ses moments de vulnérabilité, aussi rares soient-ils. Je commençais à esquisser une carte dans mon esprit, non pas de la ferme, mais de l'évasion. Un plan mental de liberté. L'idée, qui n'était autrefois qu'un murmure dans les recoins les plus sombres de mon esprit, commença à se concrétiser. C'était terrifiant, exaltant. Un ballon fragile menaçant d'éclater. Je l'observais. J'écoutais. J'apprenais. Il avait une routine, prévisible comme le changement des saisons, à une variable près, l'alcool. Parfois, il buvait, et le silex dans ses yeux s'adoucissait, se brouillant sur les bords. C'étaient les moments que j'attendais.
J'ai commencé à mettre de côté de petites choses. Un morceau de pain sec dans la cuisine. Une petite pierre pointue que j'ai trouvée près du ruisseau, cachée dans ma poche. Un morceau de corde fine que j'ai récupéré d'un sac de nourriture jeté. Chaque objet, un petit morceau de ma rébellion grandissante. Je savais que je ne pouvais pas simplement m'en aller. Il était trop vigilant, trop possessif. J'avais besoin d'une fenêtre. D'une chance. Les nuits étaient les plus dures. Le silence de la ferme était immense, rompu seulement par le chant des grillons ou le ululement d'un hibou. Dans l'obscurité, les souvenirs m'inondaient, comme une marée froide et sombre. Je me recroquevillais dans mon lit, petite et tremblante, et rejouais les horreurs de la journée. L'odeur de la vieille paille, la sensation rugueuse de sa main calleuse, la façon dont son haleine sentait le tabac froid et autre chose, quelque chose de métallique et d'infect. Le vide au creux de mon estomac. Ces chambres vides de mon âme, remplies des échos de ses paroles, de ses actions. Mais même au plus profond de ce désespoir, un autre type de feu commença à brûler. Une flamme silencieuse et constante de défi. Je n'étais pas seulement une victime. J'étais une survivante. Et je ne resterais pas silencieuse pour toujours. Je ne serais pas une pièce vide, creusée par sa malice. Puis, l'occasion est arrivée. Inattendue. Presque miraculeuse. Un de ses amis, un homme d'un village voisin que je n'avais vu que quelques fois, est venu lui rendre visite. Ils ont bu. Beaucoup. L'air de la petite ferme s'est chargé de l'odeur du vin bon marché et du tabac. Je suis resté caché dans ma petite chambre, faisant semblant de dormir, mes oreilles tendues. J'ai entendu leurs paroles pâteuses, leurs rires lourds. Et puis, le silence. Un silence profond, profond, qui a duré ce qui m'a semblé être des heures. Je me suis glissé hors de ma chambre, mon cœur martelant mes côtes comme un oiseau piégé. La ferme était sombre, à l'exception de la faible lueur des braises mourantes dans l'âtre. Je les ai trouvés dans la pièce principale, affalés sur leurs chaises, tous deux perdus dans le brouillard de l'ivresse. Ils ronflaient, un son bas et guttural qui semblait se moquer de ma peur. Ça y était. La porte, enfin. Le seuil entre ma captivité et ma liberté. Mes mains tremblaient tandis que je rassemblais mes rares affaires. Le pain sec, la pierre tranchante, la corde. Une couverture usée. Je me déplaçais comme un fantôme dans la maison, mes pieds nus silencieux sur le plancher froid. J'ai arraché la vieille clé rouillée de la porte de l'écurie à son crochet, un endroit où je l'avais vu la mettre 1000 fois. Il n'aurait jamais imaginé que je le remarquerais. Il n'aurait jamais imaginé que je serais assez audacieuse. L'air de l'écurie était frais et humide. Noir s'agita à mon approche, sa grande tête se levant, ses yeux reflétant le clair de lune filtrant à travers les fissures. Je lui ai murmuré, la voix étranglée par les larmes. « Noir, mon ami. Il est temps. On y va. » Il sembla comprendre. Il baissa la tête et je grimpai sur son dos, un poids minuscule sur sa puissante carrure. Pas de selle, pas de bride, juste la sensation rugueuse de sa crinière dans mes mains. Je pressai mon visage contre son cou, respirant son odeur familière, un mélange de cheval et de liberté. Nous chevauchâmes dans la nuit. La forêt, d'habitude un lieu de mystère silencieux, était une présence menaçante et terrifiante. Des branches griffaient mes vêtements, des créatures invisibles bruissaient dans les sous-bois. Chaque craquement de brindilles, chaque bruissement de feuilles, résonnait comme ses pas derrière moi. La peur était une griffe froide qui serrait ma gorge, mais en dessous, une détermination désespérée et exaltante palpitait en moi. Je partais. Je partais enfin. Les sabots de Noir résonnaient doucement sur le sol de la forêt, un battement de cœur rythmé dans le silence terrifiant. Le vent fouettait mes cheveux, froid et vif, mais il me semblait aussi purificateur. Il chassait l'air vicié de la ferme, le goût amer de la peur. Nous avons chevauché pendant ce qui m'a semblé une éternité. Mes jambes me faisaient mal, mes yeux brûlaient à force de fixer l'obscurité. Je gardais le regard fixé devant moi, sur la faible promesse de lumière qui perçait parfois à travers la canopée dense. Je ne savais pas où j'allais, seulement que ce devait être loin. Loin de lui, loin de la ferme, loin du silence sans fin et suffocant. Puis, une faible lueur. Une éclaircie dans les arbres. J'ai poussé Noir à avancer, et soudain, nous étions hors de la forêt, sur une route étroite et non pavée.
Il faisait encore sombre, mais l'air était différent, moins lourd. Les arbres derrière nous semblaient reculer, leurs ombres se raccourcissant, se rétrécissant au loin. Je me suis glissé du dos de Noir, les jambes tremblantes à cause du long voyage. Je lui ai tapoté le cou en murmurant des remerciements, une promesse silencieuse de le retrouver un jour. Il resta patiemment planté là, le regard attentif, avant de se retourner et de disparaître à nouveau dans la lisière des arbres, tel un fantôme sombre se fondant dans la nuit. Je me tenais seul sur la route, petite silhouette engloutie par l'immensité de l'aube. Le silence ici était différent, non pas le silence étouffant de la ferme, mais un silence ouvert et plein d'attente. Je ne savais pas quoi faire ensuite. J'étais libre, oui, mais la liberté me semblait un espace vaste et vide. Puis, au loin, des phares. Une voiture. Mon cœur bondit, tel un oiseau affolé. Je commençai à agiter la main, frénétiquement, désespérément, le bras douloureux. La voiture ralentit, ses phares s'agrandissant, m'aveuglant. Elle s'arrêta à quelques mètres. Un homme émergea, le visage obscurci par l'ombre. Il me regarda, petite fille échevelée, seule sur une route déserte au milieu de la nuit. Je devais avoir l'air sauvage, terrifié. « Tu vas bien, ma petite ?» demanda-t-il d'une voix douce, inquiète. Je ne pouvais pas parler. Les mots semblaient m'avoir abandonné, coincé au fond de ma gorge. Je secouai la tête, des larmes brûlantes et purifiantes commencèrent enfin à couler sur mon visage. Il ouvrit la portière passager. « Monte, dit-il d'une voix douce mais ferme. Je t'emmène à la police. » Police. Le mot était étranger, intimidant. Mais quelque chose dans son regard, dans l'autorité tranquille de sa voix, me disait que c'était différent. Que c'était sûr. Je trébuchai dans la voiture et refermai la portière derrière moi. La chaleur de l'intérieur, la légère odeur de vieux café et de produits propres, furent un choc après la nuit froide. Je me blottis contre la portière, regardant le paysage sombre défiler. Nous roulâmes pendant ce qui me sembla une éternité, mais qui ne dura probablement qu'une vingtaine de minutes. Il ne posa pas de questions, ce dont je lui en fus reconnaissante. Il conduisit simplement, me jetant de temps en temps un coup d'œil dans le rétroviseur, l'air tranquillement inquiet. Finalement, nous nous arrêtâmes devant un bâtiment, une petite structure sans prétention, dont les fenêtres laissaient filtrer une faible lumière. La gendarmerie. Il m'a conduit à l'intérieur, sa main pesant doucement sur mon dos. Les officiers étaient gentils, leur voix douce, leurs questions mesurées. Je leur ai tout raconté. D'abord hésitant, puis dans un torrent de mots, le barrage se brisant après des années de silence. La ferme, les chevaux, la peur, les rituels quotidiens. La façon dont ils me touchaient. Les menaces. Je n'ai manqué aucun détail, les mots jaillissaient, crus et sans filtre. J'ai tout raconté. La petite pierre pointue dans ma poche, le pain sec, la clé. Ils écoutaient, le visage sombre, les yeux emplis d'une horreur silencieuse. J'ai ressenti une étrange légèreté lorsque les mots m'ont quitté, comme si des années de poids accumulés se levaient enfin. Les jours suivants ont été un flou de questions, de visages étranges, d'un monde si différent de celui que j'avais connu. Mon grand-père est arrivé à la gendarmerie, le visage exaspéré. Elle est perturbée, a-t-il rauque, la voix rauque. Elle a toujours été perturbée. Elle est à moi. Mais le témoin, l'homme bienveillant qui m'avait conduit au commissariat, était là. Son témoignage discret, sa simple déclaration de m'avoir trouvé seul sur la route, terrifié et échevelé, ont tout changé. Le rapport de force, autrefois si absolu, a basculé. Ces mots, en contraste frappant avec les fanfaronnades de mon grand-père, ont ancré mon récit dans la réalité. J'ai été placé en détention préventive. Une assistante sociale, une femme au regard chaleureux et au sourire tendre, est devenue mon point d'ancrage dans ce monde nouveau et bouleversant. Elle m'a expliqué les choses patiemment, simplement, s'assurant que je comprenne chaque étape. Je n'étais plus à lui. J'étais enfin, vraiment, à moi. Le long processus de guérison a commencé. J'ai de nouveau témoigné, cette fois devant des personnalités officielles, des avocats, des juges. C'était terrifiant, chacun racontant une blessure nouvelle, mais à chaque mot, je me sentais un peu plus fort. La peur était toujours là, un membre fantôme, mais elle ne me contrôlait plus. Je retrouvais ma voix, et elle devenait une arme de vérité.
Le jour de l'audience est arrivé comme une tempête. Je me souviens du silence pesant de la salle d'audience, des rangées de visages sérieux, du regard solennel du juge. Et puis, lui. Mon grand-père. Il était assis de l'autre côté de la pièce, le visage pâle, ses yeux fixant toujours ce vide familier et glacial. L'espace d'un instant, la peur a menacé de me submerger, de me réduire à nouveau au silence. Mais ensuite, j'ai baissé les yeux vers mes mains, serré fermement sur mes genoux. J'ai vu la petite cicatrice presque invisible sur mon poignet, une ligne pâle là où je l'avais grattée contre une pierre rugueuse dans les écuries. Un rappel d'où j'étais allé, et du chemin parcouru. J'ai pris une profonde inspiration. Et puis j'ai parlé. Ma voix, bien que calme au début, s'est renforcée à chaque mot. J'ai tout raconté, chaque détail, avec une clarté qui m'a même surpris. J'ai utilisé les mots précis qu'il avait utilisés, les phrases glaçantes, les explications tordues. J'ai décrit la sensation du foin, l'odeur des chevaux, la poigne froide de sa main. J'ai parlé du film noir, mon compagnon silencieux, mon témoin. J'ai senti le poids de tous les yeux dans la salle sur moi. J'ai vu certains visages tressaillir, d'autres se plisser d'incrédulité ou de dégoût. Mais je n'ai pas faibli. Ce n'était pas pour eux. C'était pour moi. C'était pour la petite fille qui avait été réduite au silence pendant si longtemps. Quand j'ai eu fini, la salle d'audience était complètement silencieuse. Le silence n'était plus étouffant, mais résonnant, lourd de vérité. Il essaya de parler, de nier, de fanfaronner, mais ses mots étaient creux, impuissants face à l'édifice de ma vérité. Le verdict tomba rapidement. Coupable. Une longue peine de prison. Une vague de quelque chose qui ressemblait à de l'épuisement, mais aussi un immense et profond soulagement, me submergea. Ce n'était pas un triomphe. Ce n'était pas de la joie. C'était simplement une éclaircie. Un espace si longtemps empoisonné par le poison, qui respirait enfin. J'ai été placé dans une nouvelle famille, un couple de personnes âgées qui vivaient dans une petite maison confortable avec un grand jardin. Ils s'appelaient Maud et Henri. Maud, avec ses yeux doux et ses mains douces, et Henri, avec son humour discret et l'odeur du tabac à pipe qui collait à ses vêtements. Ils m'ont offert quelque chose que je n'avais jamais connu, l'amour inconditionnel. Il n'y avait aucune attente, aucune exigence. Juste de la patience. Une patience infinie. Ils m'ont laissé être, me laissant guérir à mon rythme. Je faisais encore des cauchemars, me réveillant en sueur froide, les ombres du passé accrochées à moi. L'odeur des chevaux, autrefois réconfortante, déclenchait parfois une nouvelle vague de panique. Les cicatrices profondes restaient, gravées dans mon âme. Mais avec Maud et Henri, j'ai appris à les traverser. Maud restait assise avec moi, parfois pendant des heures, me tenant simplement la main, sans rien dire. Elle me préparait du thé, chaud et sucré, et fredonnait de vieilles chansons folkloriques françaises. Henri m'apprenait à connaître les fleurs de son jardin, à tirer la vie du sol, à tailler les branches mortes pour que de nouvelles pousses puissent s'épanouir. Leur maison devint une douce scène domestique, un baume pour mes blessures à vif. Cuire du pain avec Maud, la chaleur du four sur mon visage, l'odeur de levure et de farine emplissant l'air. Aider Henri à planter de nouveaux rosiers, sentir la terre riche et sombre entre mes doigts. Ces moments simples, ordinaires et beaux, étaient des actes de profonde guérison. Et Noir. Mon Noir. L'assistante sociale, que Dieu la bénisse, avait réussi à le retrouver. Il avait été placé dans une ferme voisine, appartenant à une famille gentille qui aimait les chevaux. Je suis allé lui rendre visite, le cœur serré. Il était plus âgé, un peu plus grisonnant autour du museau, mais ses yeux étaient toujours les mêmes. Profonds, sages, emplis d'une compréhension tranquille. J'ai enfoui mon visage dans sa crinière, son odeur familière un réconfort doux amer. Il était un symbole vivant de ma survie, du chemin que j'avais parcouru. Un rappel que même dans les moments les plus sombres, il y avait des liens et de l'espoir. J'ai grandi. Je suis allé à l'école. J'ai appris. Je me suis fait des amis. J'ai appris ce que signifiait rire, vraiment rire, sans le courant constant de la peur. J'ai découvert des passions, des centres d'intérêt, une vie qui m'appartenait vraiment. Le passé n'a jamais vraiment disparu. Il a toujours été là, une partie de mon histoire, une ombre qui s'étendait derrière moi. Mais il ne me définissait plus. Je n'étais pas une victime.
J'étais une survivante. Et j'étais forte. Des décennies ont passé depuis. Je suis une femme âgée maintenant. Mes cheveux sont striés d'argent, mes mains noueuses par l'âge. La ferme a disparu depuis longtemps, engloutie par le temps, remplacée par de vastes champs de tournesol. Mais les souvenirs restent, vifs et précis, gravés dans la trame même de mon être. Je ne réfléchis pas comme quelqu'un qui a souffert, mais comme quelqu'un qui a repris sa vie en main. Le silence, autrefois un lourd manteau que je portais, a été remplacé par ma propre voix, claire et forte. Je n'ai pas besoin de justification publique, ni de grands gestes de vengeance. La justice est venue à sa manière tranquille, sous la forme de conviction, oui, mais aussi dans la guérison, dans la découverte de l'amour, dans le simple acte de vivre une vie sans peur. Je vis en liberté, sachant que personne, absolument personne, ne m'emprisonnera plus jamais. La tempête est passée. Le ciel est clair, bien que le souvenir du tonnerre demeure. J'écris ceci maintenant, non pas pour m'attarder sur l'obscurité, mais pour éclairer le chemin pour en sortir. Pour tous ceux qui se sentent prisonniers de leur silence, pour tous ceux qui croient que leur histoire est trop lourde à raconter, pour tous ceux qui se croient seuls. Vous ne l'êtes pas. Votre voix, même un murmure, est puissante. C'est votre vérité. Et la vérité, au final, finit toujours par trouver la lumière. La jeune fille qui a chevauché le film noir dans la nuit est toujours avec moi. Elle vit dans la force tranquille que je porte, dans la liberté que je respire, dans la conscience que je suis l'architecte de ma propre vie. Mon voyage n'est pas terminé. La guérison est un processus continu, un déploiement continu. Mais je me tiens, ici, maintenant, inébranlable, intact et libre. Et peut-être qu'en partageant cela, en brisant mon long silence, une nouvelle graine d'espoir peut être plantée, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui écoutent. Pour tous ceux qui ont besoin de l'entendre. Certaines histoires ne sont pas faites pour être oubliées. Elles sont faites pour être racontées, pour briser le silence, pour éclairer le chemin.